Comment contenir les prochaines attaques de l'AFCM 23 sur Kisangani? Voilà donc la mission délicate qui attend le gouvernement provincial de la Chopo, de la province de la Chopo, qui a subi, je le rappelle, en début, disons en fin de semaine dernière, des attaques venant de l'AFCM 23, des attaques d'ailleurs qui ont été revendiquées par Corneille Nanga et l'AFCM 23. Alors comment contenir les prochaines ou simplement enrayer les prochaines attaques qui proviendraient, n'est-ce pas, de l'AFCM 23? C'est donc la mission délicate qui attend dans les prochaines heures le gouvernement provincial qui continue de penser que des prochaines attaques, n'est-ce pas, arriveront toujours à Kisangani et donc qui s'y prépare conséquemment pour, n'est-ce pas, enrayer ces attaques-là. Donc le gouvernement provincial de la Chopo a pris plusieurs mesures pour, n'est-ce pas, contenir d'autres éventuelles attaques de l'AFCM 23. Alors on ne sait pas si l'AFCM 23 a vraiment l'intention, n'est-ce pas, d'amorcer d'autres attaques sur Kisangani, mais tout ce qu'on sait est que il y a eu des attaques entre samedi et dimanche qui ont d'ailleurs été, disons, revendiquées par l'AFCM 23. Et donc, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, l'AFCM 23 n'a toujours pas expliqué, n'a toujours pas, pardon, exprimé formellement son intention de mener d'autres attaques sur Kisangani, puisque l'AFCM 23 a dit dans son communiqué n'avoir aucun intérêt à frapper Kisangani dès lors que Kinshasa reste, n'est-ce pas, respecte et cesser le feu. Voilà donc le gouvernement provincial de Kisangani, ou disons de la Chopo, a pris plusieurs décisions pour, n'est-ce pas, essayer de contenir d'autres éventuelles attaques provenant de l'AFC M23, très chers abonnés. Alors, on va également parler dans le cadre de cette production de ces WAP décryptage de la visite du président de la République, Félix Tshisekedi, aux États-Unis. Alors, il n'y est pas allé simplement pour obtenir les sanctions contre le Rwanda, telles que ça vous a été, n'est-ce pas, raconté par mon prédécesseur Jeanine Toali, mais il est également passé par Washington pour, n'est-ce pas, sceller plusieurs accords à caractère économique. Et donc, on va devoir revenir sur les accords phares que Félix Tshisekedi tente d'obtenir, n'est-ce pas, des États-Unis d'Amérique. Il s'agit notamment des accords qui ont un impact direct sur le développement de la République démocratique du Congo, à travers notamment les corridors de Lobito et le barrage, les grands Tinga. Donc, c'est sur ces deux piliers-là que Félix Tshisekedi tente, n'est-ce pas, d'obtenir des États-Unis d'Amérique des accords commerciaux, des investissements directs américains, n'est-ce pas, des investissements directs ou indirects américains pour, n'est-ce pas, essayer de booster tant soit peu les développements en République démocratique du Congo. Voilà donc les deux sujets phares, les chers abonnés, sur lesquels on va devoir tabler, sur lesquels on va devoir discuter tout au long de ces WAP de cryptage qui connaît la participation de Faustin Mouyou à la réalisation, à la supervision, il y a Thomas Zawadi. Donc, bienvenue une fois de plus dans ces échanges qui doivent être interactifs. Je vous demande ainsi, n'est-ce pas, de nous donner vos différents points de vue afin que nous puissions savoir exactement votre, n'est-ce pas, votre ressenti par rapport à ces sujets d'actualité qui concernent directement la République démocratique du Congo. Alors, la province de la Chopo a été attaquée récemment par 8 drones au total, 8, selon nos confrères de la Jeune Afrique. De ces 8 drones, 6 ont été, n'est-ce pas, détruits ou neutralisés par les forces armées de la République démocratique du Congo, qui ont un dispositif vraiment très sophistiqué au niveau de cet aéroport de Bamboka, qui est vu par d'aucuns comme le plus bel aéroport de la République démocratique du Congo. Alors les FARDC sont, n'est-ce pas, appuyés par des Turcs dans cet aéroport-là. Et donc, grâce à ces partenariats-là avec les Turcs, 6 des 8 drones ont été neutralisés. Alors, c'est ça la version développée par Jeune Afrique. Quant au gouvernement provincial, le gouvernement provincial de la Chopo a communiqué en disant que tous les drones envoyés par l'AFCM 23, oui, tous les 8 drones envoyés par l'AFCM 23 avaient été neutralisés. Alors, d'une part, Jeune Afrique qui parle des 6, des 8 qui ont été neutralisés, et d'autre part, le gouvernement provincial
qui, n'est-ce pas, dit que tous les 8 drones avaient été neutralisés. Et dans l'entretemps, l'AFCM 23 a revendiqué formellement ces attaques-là en disant que ça venait d'elle. Alors, comment ça s'est passé exactement? Je vais devoir demander à la réalisation de nous proposer un élément qui vient expliquer, explicitement d'ailleurs, comment ça s'était passé et comment l'AFCM 23 avait, n'est-ce pas, revendiqué ces attaques-là. Ces attaques qui sont, n'est-ce pas, consécutives, selon l'AFCM 23, aux provocations interminables de Kinshasa. Alors, suivons cette vidéo, puis on revient après pour essayer un peu de... pour revenir sur l'évolution de la situation, puisque la situation est en train d'évoluer au jour le jour, très chers abonnés. Suivez d'abord cet élément, puis on revient après. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars AFC M23, a annoncé dans un communiqué officiel daté du 3 février 2026 avoir mené une opération visant un centre de commandement des drones militaires situé à l'aéroport de Kisangani. Selon le mouvement, l'action se serait déroulée entre le 31 janvier et le 1er février et visait une infrastructure qu'il présente comme un dispositif clé de planification et de coordination d'opérations armées. Dans son message, l'AFCM 23 affirme que cette intervention fait suite à des dénonciations répétées de violences contre les civils dans plusieurs zones de l'Est de la République démocratique du Congo. Le mouvement déplore l'inaction qu'il attribue aux autorités de Kinshasa et affirme vouloir neutraliser les menaces à leur source. Le communiqué appelle par ailleurs le gouvernement congolais à faire un choix clair entre la poursuite du conflit et le respect strict de cessez-le-feu. L'AFCM 23 revendique pleinement la responsabilité de l'opération menée à Kisangani et soutient que l'usage des drones et des mercenaires ne serait pas l'apanage d'un seul camp. Enfin, le mouvement lance un appel à la communauté internationale pour intervenir en faveur de la protection des civils et réaffirme son engagement en faveur d'une résolution pacifique du conflit en cours malgré l'escalade des tensions sur le terrain. Voilà donc Corneille Nangaa qui avait revendiqué ces attaques-là. Donc, il n'y a plus aucun doute quant à la provenance des attaques-là qui ont, n'est-ce pas, qui sont survenues sur l'aéroport de Bamboka à Kisangani. Donc, il n'y a plus aucun doute puisque Corneille Nangaa lui-même avait revendiqué. C'est qui d'ailleurs a, n'est-ce pas, justifié la réaction musclée du gouvernement provincial de la Chopo, puisque seulement quelques heures après cette attaque-là, le gouverneur de la province de la Chopo avait atterri, n'est-ce pas, dans sa province en provenance de Kinshasa. Et dans la foulée, il avait tenu une réunion de crise pour, n'est-ce pas, tenter de prévenir d'autres éventuelles attaques en provenance toujours de l'AFC M23. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé d'abord le week-end dernier. Au début, il n'y avait que des supputations, il n'y avait que des rumeurs liant l'AFCM 23 à ces attaques-là. Mais après quelques heures seulement, l'AFCM 23 avait confirmé que ces attaques-là venaient bel et bien d'elle. Et donc, du coup, le gouvernement provincial a été, n'est-ce pas, obligé de diligenter des mesures afin, n'est-ce pas, de prévenir d'autres attaques sur l'aéroport de Bamboka. Nous sommes là dans la province de la Chopo, exactement à Kisangani. Donc, la première des étapes pour le gouverneur de la province de la Chopo, Paulin Lendongolia, c'était d'abord de démentir une rumeur qui circulait déjà. Laquelle est-ce? C'est une rumeur qui disait que l'aéroport de Bamboka allait être fermé. Allait être fermé en attendant que tout soit rétabli. Et donc le gouverneur Paulin Lendongolia a d'abord démenti cette version des faits-là en disant que, en rassurant la population, puisqu'il avait dit que je rassure toute la population de la Chopo et j'appelle la même population à continuer à faire confiance au président de la République, aux institutions du pays et surtout à nos vaillants militaires FARDC. La situation est sous contrôle. Ici, nous avons détruit 8 drones. Ils avaient essayé leur barbarie, mais nous avons freiné. C'est donc ça
le propos du gouverneur Paulin Lendongolia de la province de la Chopo, qui par ailleurs a éclairé la lanterne concernant la rumeur qui commençait à se répandre, disant que l'aéroport de Bamboka allait être fermé. Le gouverneur a, n'est-ce pas, rassuré la population que l'aéroport était toujours opérationnel. D'ailleurs, certains vols s'en sont suivis juste après les attaques de samedi et dimanche. Il y a eu des vols d'après samedi et dimanche, il y a eu des vols de lundi, il y en a eu également de mardi. Donc, tout est opérationnel à l'aéroport de Bamboka, a rassuré le gouverneur Paulin Lendongolia. Le gouverneur Paulin qui a d'ailleurs dans la foulée, comme je vous l'ai dit en liminaire, très chers abonnés, mis sur place plusieurs mesures d'anticipation d'une prochaine éventuelle attaque de l'AFC M23. Alors, quelles sont ces mesures? Je vais devoir vous les donner, puisque dans une circulaire mercredi adressée aux chefs des villages, aux chefs d'avenue, aux responsables des blocs, aux concessionnaires ainsi qu'aux tenanciers d'hôtels, lodges, auberges et autres lieux d'hébergement, le gouverneur de la Chopo a exhorté une collaboration étroite avec les services de sécurité après des attaques par drone le week-end dernier à l'aéroport de Bamboka à Kisangani. Ces attaques ont été publiquement revendiquées par l'AFC M23. Alors, les destinataires de la note du gouverneur sont désormais appelés à signaler, retenez bien très chers abonnés, signaler toute personne inconnue ou suspecte se trouvant dans les juridictions contrôlées par les concernés. Paulin Lendongolia exige également l'implication active et sans relâche de tous les responsables locaux dans l'exécution des opérations sécuritaires dénommées Yeba voisin, connais ton voisin, pour ceux qui ne s'y connaissent pas en lingala, et Filimbi qui veut dire siffler. Donc l'opération se nomme Yeba voisin, connais ton voisin, Filimbi, siffler. Donc connais ton voisin, puis siffler. Ça veut dire implicitement que chacun, c'est un mécanisme de, comment dirais-je, d'observation mutuelle, d'observation vraiment généralisée. Tout le monde contrôle tout le monde. Et si ces responsables locaux se retrouvent en face d'un inconnu dans leur propre juridiction, ils sont censés signaler la présence de cet inconnu-là ou quasiment les faire par en sifflant, en usant du sifflet. Donc c'est ça, en quelque sorte, l'implicite de cette opération qui vient d'être lancée par le gouverneur de la province de la Chopo afin, n'est-ce pas, de s'assurer de la non-infiltration de sa province par des éléments de l'AFC M23. C'est ça ce qu'il préconise. Ces opérations déjà lancées vise à renforcer la surveillance communautaire et prévenir toute infiltration suspecte. La note circulaire prévient qu'aucune tolérance ne sera accordée en cas de non-respect de ces instructions. Tout responsable qui s'abstiendrait, négligerait ou refuserait de transmettre les informations exigées sera tenu personnellement responsable et pourrait être considéré comme complice avec toutes les conséquences prévues par la loi. S'agissant de l'aéroport, le gouverneur y a effectué une visite le mercredi. Les activités s'y déroulent comme prévu. Voilà donc la mesure, ou les mesures, puisqu'il y en a plusieurs, fortes, prises par le gouverneur Paulin Lendongolia de la province de la Chopo, afin, n'est-ce pas, de prévenir d'autres éventuelles attaques de la FCM 23. L'opération se nomme Yeba voisin sifflé. C'est-à-dire, tu connais tu dois connaître ton voisin. Tous les boyomés sont appelés, n'est-ce pas, à contrôler, à observer, à surveiller tout mouvement suspect, étranger, pour essayer un peu de limiter l'infiltration dans la province. Alors, quant aux responsables locaux, là, il s'agit maintenant des chefs d'avenue, de chefs des quartiers. Il y en a d'autres qui ont été d'ailleurs cités, qui prestent dans quasiment plusieurs domaines, hein. Les chefs de village, les chefs d'avenue, les responsables des blocs, concessionnaires
les tenanciers d'hôtels, lodges, auberges et autres lieux d'hébergement. Voilà donc les gens qui sont appelés à respecter scrupuleusement et rigoureusement, n'est-ce pas, cette mesure émise par le gouverneur de la Chopo afin, n'est-ce pas, d'enrayer toute infiltration au sein de sa propre province après les attaques, n'est-ce pas, de samedi et dimanche. Alors, si ces gens cités ici, les responsables locaux, n'arrivent pas à signaler en cas de, voilà, en cas de, en cas de suspect, s'ils n'arrivent pas à signaler, ils seront traités comme complices selon cette circulaire du gouverneur. Donc, ils seront traités comme complices de l'AFC M23. Donc, voilà donc les mesures fortes. Vraiment, ce sont des mesures fortes prises pour, n'est-ce pas, cerner ou enrayer toute tentative d'infiltration dans la province de la Chopo, des mesures qui sont certes inefficaces pour certains, puisqu'on a vu des commentaires des uns et des autres. Pour les uns, c'est vraiment inefficace. D'ailleurs, ces mesures ici euh, avaient été implémentées dans les provinces ou disons dans des villes, dans des territoires qui sont après passés entre les mains de la FCM 23. Donc ces mesures ici se sont avérées inefficaces par ailleurs, notamment au Nord Kivu, lors de la conquête de la FCM 23. On voyait les chefs de localité, les administrateurs des territoires, les maires des villes d'ailleurs appelés au respect des mêmes mesures quasiment. C'est-à-dire la surveillance générale, les signalements de cas suspects, l'implication même des leaders locaux. Mais on avait compris que chaque fois ça ne marchait pas, ça s'était avéré inefficace. Donc, le gouverneur de la Chopo, Paulin Lendengolia, recourt aux mêmes mesures en espérant que cette fois, à Kisangani ou dans la province de la Chopo, ça produira des résultats escomptés très chers abonnés. Alors, je vous ai dit qu'on va devoir également parler au-delà de ces chapitres liés à l'attaque de l'aéroport de Bamboka. Nous sommes à quelques kilomètres de la ville de Kisangani dans la province de la Chopo. Je vous ai dit qu'on va également aborder les sujets concernant la visite du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, aux États-Unis, où il séjourne depuis quasiment quelques jours. Alors, il a participé à ces dîners prestigieux organisés annuellement par le gouvernement américain ou par les États-Unis. Mais il a mis à profit son séjour aux États-Unis pour essayer également de trouver de collecter ou de séduire quelques investisseurs américains. Et parmi ces investisseurs américains-là, il y a notamment le président d'Exim Bank. C'est quoi Exim Bank exactement? On va devoir, n'est-ce pas, en parler. Mais brièvement, retenez que le président de la République s'est entretenu avec le président d'Exim Bank. Alors, qu'est-ce qu'il attend du président d'Exim Bank? Et c'est quoi Exim Bank exactement? Alors, en séjour aux États-Unis d'Amérique, le président Tshisekedi a eu un entretien stratégique mercredi 4 février avec John Jovanovic, président d'Export-Import Bank of the United States, Exim Bank brièvement. Au cours de ces tête-à-tête, le financement de grands projets d'infrastructure et de sécurisation des chaînes de valeur pour les minerais critiques congolais ont été, disons, ces tête-à-tête a été consacré au financement des grands projets d'infrastructure et la sécurisation de chaînes de valeur pour des minerais critiques en République démocratique du Congo. Alors, qui dit minerais critiques en RDC fait notamment allusion au cuivre, au cobalt, au lithium également. Alors, cette rencontre s'inscrit dans la foulée du renforcement de partenariats stratégiques entre Kinshasa et Washington, visant à transformer le potentiel naturel de la RDC en levier de développement industriel. L'un des points majeurs de la discussion a porté sur la commercialisation des minerais dits critiques. Je vous ai parlé de ces minerais-là. Il y a notamment le cuivre, le cobalt, le lithium, entre autres, essentiels à la transformation énergétique mondiale. Contrairement au schéma classique d'exportation brute, les chefs de l'État ont insisté sur la transformation locale, c'est-à-dire créer de la valeur ajoutée sur les sols congolais avant l'exportation.
mais également les chaînes de valeurs industrielles, c'est-à-dire développer les usines capables de transformer ces ressources pour générer des emplois locaux. Donc, Félix Tshisekedi, en contactant ou en entrant en contact, en sollicitant les services d'Exim Bank, la banque américaine, qui œuvre bien évidemment dans la transformation de matières premières, de minerais critiques, il a insisté sur le fait que ces minerais ne devraient plus être exportés aux États-Unis en état brut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Félix Tshisekedi veut que Exim Bank puisse certes investir dans les domaines miniers en République démocratique du Congo, mais en transformant localement ces minerais avant maintenant de les exporter. Cela a pour conséquence notamment euh, l'emploi pour plusieurs jeunes. Je les rappelle quand même que la RDC fait partie de pays non seulement les plus pauvres au monde, mais également les pays où le taux de chômage est vraiment au paroxysme. On parle de 80%, voire plus, des jeunes qui sont au chômage. Donc, Tshisekedi insiste sur le fait que ces minerais-là doivent être transformés localement afin de créer des emplois pour pour les jeunes Congolais qui sont désœuvrés. Alors, cela aura également pour conséquence le développement des usines capables de transformer ces ressources pour générer des emplois. Alors, vous sentez que l'intention exprimée par Félix Tshisekedi devant le président d'Exim Bank, c'est de non seulement permettre aux jeunes de trouver de l'emploi, puisque Tshisekedi voudrait que ces minerais-là puissent être transformés en RDC, mais c'est également ces transferts-là de la main-d'œuvre, mais également de industries de transformation. Il n'y en a quasiment plus en République démocratique du Congo. Il y en avait à l'époque avec vraiment plusieurs industries qui œuvraient dans plusieurs domaines, le café, l'agriculture, les domaines purement miniers. Mais aujourd'hui, ces industries sont soit devenues vétustes, désuètes, et pour d'autres, quasiment inexistantes. Et donc, Félix Tshisekedi voudrait qu'à travers Exim Bank, cette banque américaine dont il sollicite les investissements en République démocratique du Congo, il y aura non seulement de la main-d'œuvre pour les jeunes, puisque tout sera transformé ici au Congo avant d'être exporté aux États-Unis. Il y aura également du transfert de compétences en République démocratique du Congo. Donc la RDC, les jeunes Congolais, plusieurs ingénieurs congolais profiteront de cet investissement-là pour, n'est-ce pas, acquérir des compétences afin d'être, n'est-ce pas, suffisamment outillés pour assurer la relève lorsque le contrat avec Exim Bank finira. Et donc, c'est ça la visée exprimée par le président Félix Tshisekedi. Alors, je vous ai parlé également des investissements, de ces investissements dont les piliers sont principalement le corridor de Lobito et les barrages d'Inga. Alors, on en parle très souvent dans des débats, on en entend parler également dans des discussions. Mais c'est quoi exactement la plus-value de ces investissements sur les barrages d'Inga, disons les grands Tinga, les projets à des milliards de dollars qui est toujours, n'est-ce pas, en suspens en République démocratique du Congo, mais également le corridor de Lobito. Alors, le corridor de Lobito, c'est ces projets ferroviaires qui doivent normalement lier les zones minières de la RDC et de la Zambie, mais également le port de Lobito en Angola. Donc, c'est un corridor ferroviaire, disons, qui doit lier les trois pays. La République démocratique du Congo, la Zambie, mais également l'Angola, alors, qui doit également donc faciliter l'accès aux marchés occidentaux. Alors, le Grand Tinga, c'est un barrage, hein, c'est vraiment un barrage qui est un projet ambitieux de la République démocratique du Congo afin d'électrifier quasiment toute l'Afrique ou presque. Toute l'Afrique ou presque. Donc la RDC s'y est mise, certes il y a Inga, le barrage d'Inga 1, il y a Inga 2, mais la RDC voudrait, n'est-ce pas, ambitionner, électrifier toute l'Afrique à travers Inga 2. Voilà donc les deux piliers sur lesquels Félix Tshisekedi a placé, n'est-ce pas, ces partenariats qu'il veut
avec Exim Bank, la banque américaine. Donc, voilà d'où ça trouve toute, n'est-ce pas, son importance. Alors, je vous ai parlé de l'importance du corridor de Lobito pour ceux qui ne le savent pas, mais ces corridors-là revêtent une importance tellement capitale qu'il permet d'abord un accès rapide et moins cher à l'océan Atlantique pour les minerais critiques. Donc, c'est un corridor qui réduit drastiquement les temps et les coûts de transport pour les minerais critiques. Alors, autrefois ou actuellement, ça fait quasiment un mois pour, n'est-ce pas, transporter les minerais, n'est-ce pas, du continent africain vers d'autres continents. Mais à travers ces corridors-là, ça permettrait de réduire jusqu'à quasiment une semaine. Voilà pourquoi donc c'est très stratégique, c'est corridor de Lobito. Alors, c'est également un corridor qui permettra, n'est-ce pas, de donner une réponse occidentale dans les conflits, disons, dans le conflit autour des minerais du Congo entre la Chine et les États-Unis. Alors, vous savez que Félix Tshisekedi a de plus en plus tendance à se tourner vers les États-Unis et à se détourner de la Chine. C'est ça la tendance actuelle. Et donc, à travers ces corridors de Lobito, ça vient à quelque sorte affirmer disons, ces basculements-là de Tshisekedi vers les États-Unis plutôt que de rester vers la Chine. Donc, les plus grands bénéficiaires, retenez par là, très chers abonnés, que ce ne sont ni les Africains ou les Chinois, mais ce sont d'abord, premièrement, les Américains qui devront, n'est-ce pas, en bénéficier en premier lieu. Alors, c'est également un corridor qui permet une intégration régionale et un développement économique. Je vous ai dit que c'est un corridor qui reliera facilement la République démocratique du Congo, l'Angola et la République de la Zambie. Et donc, ça permettra, n'est-ce pas, d'abord un commerce intra-régional autour de l'agriculture, mais également dans d'autres domaines. Ça permettra également, du fait, n'est-ce pas, de sa construction ou de sa réhabilitation, la création de plusieurs emplois. Vraiment, c'est une charnière de développement et donc la RDC veut, n'est-ce pas, s'y investir. Là, on ne rentre même pas dans les cadres purement environnemental et social, puisque les corridors de Lobito donnent la réponse, n'est-ce pas, à tous ces besoins-là. Et donc, la RDC veut se servir de ces projets-là, qui est d'abord bénéfique aux États-Unis d'Amérique pour séduire les investisseurs américains à venir en République démocratique du Congo. Alors, il ne s'agit pas que du corridor de Lobito, puisque je vous ai dit qu'il y a deux piliers sur lesquels Félix Tshisekedi est en train de se baser afin de séduire tant soit peu l'investissement américain. Il y a également les grands Tinga. Alors, les grands Tinga ne profitent pas directement aux Américains, mais ça profite au continent africain, puisque les contextes, vous le savez, il y a quasiment 50% de la population de l'Afrique subsaharienne qui n'ont pas accès à l'électricité. Et le projet Grand Tinga vient en quelque sorte répondre à ces besoins-là, puisqu'il s'agira notamment d'un barrage, d'un des plus grands barrages au monde. Si on essaie un peu de les classer, peut-être c'est dans les 5 premiers en termes de débit régulier, en termes également de puissance d'électrification. Rien que les grands Tinga est capable de desservir quasiment, je ne parle pas de toute l'Afrique, mais quasiment toute l'Afrique d'abord subsaharienne et desservir d'autres pays de l'Afrique à travers notamment sa puissance de production. Alors, on parle notamment de ces projets qui est destiné à électrifier massivement la RDC, y compris Kinshasa et les provinces minières, exporter de l'énergie vers l'Afrique australe, l'Afrique de l'Ouest, mais également l'Afrique centrale. C'est quasiment tous les points de l'Afrique. L'Afrique vit sur tous les angles, contribuer à l'objectif continental de 3 millions de personnes électrifiées d'ici 2030. Donc voilà donc l'enjeu de ces grands Ingala, un barrage certes congolais, mais qui aura un impact considérable sur l'électrification en Afrique. L'Afrique envisage aujourd'hui d'électrifier plus de 300 personnes d'ici 2030. Et donc, les grands Inga est capable, n'est-ce pas, de permettre à l'Afrique d'atteindre cet objectif-là.
Alors, il y a également l'électrification de la République démocratique du Congo. Alors, aujourd'hui en RDC, aujourd'hui en RDC, il n'y a que peu de Congolais qui ont accès à l'électricité. À Kinshasa, notamment la capitale, l'accès à l'électricité était vaste problème. Les Kinois souffrent de manque de courant, de manque d'énergie, de manque d'électricité. Et donc, à travers ces grands Inga ici, je ne suis pas en train de dire que c'est les grands Inga qui viendra, n'est-ce pas, solutionner tous ces problèmes-là, puisque c'est un projet à long terme. C'est un projet qui s'évalue à des dizaines de milliards de dollars. Donc, ce n'est pas en un claquement de doigts qu'on va amorcer ce projet-là et le terminer. Mais je pense que si la RDC se dote de ces barrages-là prestigieux avec une telle puissance, la RDC deviendra vraiment la locomotive du développement en Afrique et deviendra, n'est-ce pas, la gâchette de l'Afrique comme on a l'habitude de le dire, très chers abonnés. Voilà donc c'est sur quoi Félix Tshisekedi est en train, n'est-ce pas, de surfer pour, n'est-ce pas, obtenir les investissements des Américains. Alors, il n'est pas resté que dans les domaines de l'énergie ou dans les domaines de l'hydrocarbure, de l'hydroélectricité ou dans le domaine dans le domaine minier. Il est également allé dans plusieurs autres domaines, le commerce extérieur, puisqu'il a été accompagné d'ailleurs récemment par le ministre des Commerces extérieurs. Il y a également le ministre Mouyayaki et de ses côtés. Là, vraiment plusieurs ministres. Il y a le ministre des Finances également qui est parti de ces côtés-là pour essayer un peu de sceller des accords dans les domaines financiers. Donc, ces déplacements-là, si on y met un peu de sérieux, c'est quelque chose qui peut faire sceller à la République démocratique du Congo des accords historiques qui profiteront aussi bien aux Congolais qui sont à Goma qu'aux Congolais qui sont à Kinshasa ou aux Congolais qui sont à Uvira et les Congolais qui sont au Bandundu, au Maniema ou dans d'autres provinces qui sont qualifiées de reculées. Voilà donc, très chers abonnés, c'est sur quoi il fallait qu'on discute aujourd'hui. N'hésitez pas également à continuer à nous donner vos différents points de vue. N'hésitez pas à participer également à cette émission et surtout n'hésitez pas à vous accrocher à Web Info Télévision en appuyant toujours sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines productions. Alors je vous laisse entre les mains de la réalisation, de la rédaction pour suivre d'abord le journal télévisé des midis. Puis nous, on vous reviendra un tout petit peu plus tard avec le même plaisir. À très bientôt.